Vous avez dit que la règle numéro 1 était de oser commencer par une exigence élevée. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, c'est très important d'oser commencer par une exigence élevée. Ce qui ne veut pas dire jouer au marchand de tapis naturellement et demander par exemple si on vend n'importe quel prix. Mais encore une fois, tout finit par un compromis. Donc il ne faut pas commencer par là. Il faut donner la possibilité à votre partenaire ou adversaire, quelle que soit la façon dont vous le considérez, d'obtenir des concessions pendant la négociation pour arriver à un accord acceptable par les deux parties. Ça veut dire que si votre première proposition, elle est acceptable, vous faites une erreur. Dans une négociation, la première offre que vous faites, elle ne doit pas être acceptable. Elle doit être au-delà de ce que vous savez acceptable. Alors pour ça, au fond, vous savez, quels que soient encore une fois les métiers, les situations, il y a des façons de faire qui s'appliquent partout. J'ai eu l'occasion de voir appliquer dans vraiment toutes sortes d'industries, que ce soit pour vendre des centrales nucléaires, pour acheter des pièces d'équipement pour camions, pour négocier entre syndicats et patronat ou pour des rapprochements d'entreprises. La façon de faire est toujours la même. Premièrement, c'est établir une liste complète des points qui sont susceptibles d'être négociés. Parce que vous pouvez vous retrouver en situation difficile en négociation simplement parce que votre adversaire à imaginer des tas de choses qu'il voulait négocier sur lesquelles vous n'êtes pas préparé. Donc d'abord faire la liste complète des points qui doivent être négociés. La deuxième chose, c'est sur chacun de ces points se définir un objectif. Ce n'est pas une fourchette, ce n'est pas par exemple une fourchette de prix. C'est se donner des repères précis sur le résultat qu'on voudrait obtenir en fin de négociation. Ça, c'est quoi le compromis idéal? Ensuite, et vous voyez que ça peut être les colonnes successives d'un même tableau, les points susceptibles d'être négociés, les objectifs. Évidemment, on est incapable de prévoir la façon dont les choses vont se passer. On n'arrivera jamais exactement point par point à l'objectif prévu. Mais au moins, ça donne une direction, ça donne un repère. Troisièmement, c'est quoi les points limites? Les points au-delà desquels il est impossible d'accepter un accord. Il vaut mieux se les définir à froid plutôt que d'être totalement désemparé devant l'interlocuteur et ne pas savoir si on doit céder ou non. Avoir défini à l'avance ces points limites. Quatrième point, quatrième colonne du tableau, quelle va être la proposition initiale? Proposition initiale, donc exigence élevée, quelque chose qui ne sera pas acceptable pour l'interlocuteur, mais qui sera quand même suffisamment raisonnable pour que celui-ci accepte de discuter. Et puis la dernière chose à faire, la cinquième chose à faire, c'est la cinquième colonne de votre tableau, c'est définir des arguments, de façon à soutenir vos premières demandes. Alors il y a un livre absolument formidable, qui est un roman, qui a eu le prix Goncourt en 1957, qui s'appelle Saint-Germain ou la négociation. Et dans ce livre, c'est un auteur belge qui s'appelle Francis Walder, qui raconte la négociation qui a eu lieu en 1570 entre les représentants du roi de France, catholique, et les représentants de la communauté protestante. Il y avait une guerre de religion, c'était 2 ans avant la Saint-Barthélemy, et les protestants ont pris par la force un certain nombre de places fortes. Le roi souhaite une négociation et un accord de paix avec les protestants, et il y a eu un traité à Saint-Germain, on ne sait pas comment il a été négocié, mais le romancier a imaginé cette négociation, et le livre est raconté, le narrateur, si vous voulez, représente le roi. Et le roi a dit à son négociateur, vous devez obtenir la paix, vous devez accorder la liberté de culte, la liberté de conscience, et 4 places fortes, ce qui est très peu. Donc quand la négociation commence, le représentant du roi est embêté, parce qu'il se dit, si j'annonce 4 places fortes, les protestants vont en demander 15. Et si je ne fais aucune concession, la guerre va reprendre. Mais si je n'annonce que 3 places fortes, c'est une offre tellement dérisoire que les négociateurs vont quitter la table. Donc il se sent coincé. Donc pensez bien à cette règle, il faut oser commencer par une exigence élevée. Normalement, il devrait annoncer 2 ou 3 villes alors qu'il est prêt à en donner 4. Il ne peut pas le faire. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va interroger les leaders de la délégation protestante et il va se rendre compte qu'il y a une ville qui est particulièrement importante pour eux, c'est Angoulême, pour différentes raisons. Je ne vais pas rentrer dans le détail du livre, je vous conseille de lire le roman, il est formidable. Il est persuadé que les 2 leaders de la délégation protestante veulent Angoulême. Alors quand la négociation commence, il dit ceci, il dit, voilà, nous sommes ici par la volonté du roi, au nom du roi, je vous souhaite la bienvenue dans cette salle, nous avons des grands problèmes à régler ensemble, c'est la paix du pays qui est en jeu, nous allons tous mettre de la bonne volonté, de la coopération, je vous propose qu'on joue carte sur table. Je vais vous dire exactement le mandat que m'a donné le roi, et ensemble nous allons trouver des solutions. Le roi m'a demandé de vous accorder la liberté de culte, la liberté de conscience, et de vous donner
4 places fortes. Ça ne sera pas moins, ça ne sera pas plus. Et tout l'enjeu de cette négociation, messieurs, s'il y avait des messieurs, c'est de voir ensemble quelles sont les 4 places fortes qui sont les plus pertinentes pour faire un accord de paix durable. Donc curieusement, on pourrait dire qu'il n'applique pas la règle numéro 1, puisque d'emblée, il dévoile le nom de ville. Simplement, il ajoute, il y a une chose sur laquelle le roi était très précis, c'est qu'en aucun cas, Angoulême ne pourra faire partie de ces 4 places fortes. Je ne pense pas que ça ait une importance, je voulais quand même vous le signaler d'emblée. Et là-dessus, la négociation commence. Donc qu'est-ce qu'il fait? Comme il ne peut pas avoir une exigence élevée sur la question du nombre de places fortes, il va créer une autre exigence inacceptable pour la partie adverse. Et tout le jeu, ça va être pour lui de refuser d'accroître le nombre de places fortes, de refuser de donner Angoulême, de refuser toutes les autres concessions, pour à un moment donné de dire, écoutez, je vais retourner vers le roi, je vais voir si on peut faire quelque chose sur la ville d'Angoulême. Et il ajoute, mais si le roi, dans sa grande bonté, acceptait de vous donner Angoulême, ça ne pourrait être au maximum qu'avec 1 ou 2 autres places fortes. Donc l'idée, c'est qu'à un moment donné, il va proposer de lâcher Angoulême, mais d'avoir une contrepartie sur le nombre de places fortes. Et à la fin, son objectif, je ne veux pas raconter la fin de l'histoire, mais c'est que les protestants acceptent les 4 places fortes, dont Angoulême, et tout le monde est d'accord. Alors si on traduit ça dans une négociation d'affaires aujourd'hui, ça veut dire que s'il y a un critère sur lequel vous ne pouvez pas vous permettre de mettre une exigence élevée, par exemple, vous vendez un produit ou un service qui est très bagarré en prix, si vous mettez sur un prix trop élevé, vous risquez de sortir complètement de la course. Alors à ce moment-là, proposez un prix qui soit déjà très proche de votre objectif final. En revanche, dans la structuration de votre proposition, vous devez insérer des éléments qui seront inacceptables pour la partie adverse, qui l'amèneront à consacrer une partie de son énergie pour obtenir des efforts là-dessus, et vous négocierez en fin de négociation pour peut-être faire une concession sur ces points-là, mais pour ne pas lâcher sur l'essentiel, ou pour avoir des contreparties sur d'autres choses. Voilà en un mot sur la règle numéro 1, il faut oser commencer avec une exigence élevée, encore une fois, puisque tout finit par un compromis, ne commencez jamais par un compromis.